Florence Berthoud, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire, classé divers droite, du 5e arrondissement de Paris, où j'ai eu la chance de faire mes études et c'est quand même un petit paradis. Ah, heureux Ce homme. 5e arrondissement. Mais ailleurs dans Paris, ça va pas très bien. La polémique continue à propos de Stalingrad, comme on l'appelle, à savoir les toxicomanes qui rendent invivable le quartier de Stalingrad, au nord de Paris. La police a évacué le square où ils stationnaient. Est-ce la solution d'intervenir maintenant de manière un peu plus coercitive ? Oui, mais enfin, c'est une solution qui sera un cautère sur une jambe de bois si à un moment donné, il n'y a pas des signes forts qui sont envoyés de la part de l'État, mais aussi de la ville de Paris. Moi, je rappelle que quand même, la ville est en partie responsable de ce qui est en train d'arriver. Quand on ne parle que de salles de consommation à moindre risque, que on ne veut pas voir que derrière, par exemple, les mineurs non accompagnés, que l'on voit partout dans Paris, y compris dans mon magnifique arrondissement, des mineurs non accompagnés, victimes de réseaux, qui les droguent, parce que c'est comme ça que ça se passe, vous en voyez partout. Donc, la solution, il n'y a pas de solution miracle, mais il faut absolument que les pouvoirs publics arrête cette immigration clandestine et qu'on ait une vraie réponse aussi pénale sur les réseaux. C'est absolument indispensable. Et évidemment que il faut aussi un accompagnement social. Mais là, j'ai envie de dire, on n'en est plus là. Il faut des réponses et des réponses qui soient fortes. Néanmoins, les salles de shoot, comme on les appelle, c'est un stade intermédiaire en attendant qu'on fasse ce travail de fond. Est-ce qu'il faut en passer par ces salles ? Écoutez, c'est l'éternel problème. Une fois que le mal s'est développé, on essaye d'y apporter le remède. Moi, je préfère qu'on soit dans une attitude inverse, c'est qu'on évite tout pour arriver, pour essayer de soigner après le mal. Car ce qu'on ne dit pas, c'est que les salles de consommation à moindre risque, comme les appelle Anne Hidalgo, que ces salles, elles arrivent quand le mal est déjà fait. Et en fait, on sait très bien ces salles sont faites pour éviter, si vous voulez, tous les problèmes sanitaires qui sont liés à la consommation de drogue. Les problèmes aussi, on ne le dit pas, mais de sécurité. Mais la réalité, c'est que on ne sort pas, hélas, les personnes qui sont devenues des accros à la drogue. On gère le stock. Voilà. Dans votre arrondissement, est-ce que vous êtes, vu le nombre d'étudiants, sous la pression du débat « Dépénalisons les drogues douces » ? Pas tellement en fait, pas tellement. C'est pas un débat que nous avons au niveau local. Franchement, non. Donc moi je suis assez défavorable à la dépénalisation, vous l'avez bien compris, parce qu'encore une fois derrière il y a d'autres trafics qui vont s'organiser. On dit partout, on dit dans certains milieux en tout cas que ça serait bien finalement de dépénaliser parce qu'autour il y a plein de petits trafics, mais les trafics s'organisent. Donc, une fois qu'on aura dépénalisé ça, eh bien, on trouvera d'autres trafics pour faire entrer des sous dans les caisses. Et je rappelle que tous ces trafics-là alimentent quand même en partie aussi le terrorisme, il ne faut pas l'oublier. Bon. Ce matin, des centaines d'élus locaux publient une tribune appelant à la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle. Pour nous, c'est Anne est titrée cette tribune. Est-ce que cette candidature vous paraît inéluctable ? Est-ce que vous êtes surprise ? Moi, je dirais que la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle ne me concerne pas beaucoup, n'étant pas socialiste. Mais si elle est candidate à la présidentielle, elle sera moins maire de Paris. Je trouve que, en tout cas, cette candidature qui est légitime comme d'autres candidatures, ça c'est la démocratie, mais étant en tout cas peu conforme à l'esprit de transparence démocratique. Parce que pendant toute la campagne parisienne, elle n'a cessé de dire qu'elle ne serait jamais candidate à autre chose. Voilà. Et que son seul horizon était Paris. Et moi je trouve qu'il y a tromperie. Il faut dire les choses cash. On a le droit d'avoir des ambitions. Les ambitions sont légitimes, quelle que soit sa couleur politique, mais mener une campagne en laissant entendre que son cœur est à Paris alors qu'on est vraisemblablement déjà sur un autre horizon, je trouve que ça ne sert pas à la démocratie. Et ça alimente l'idée que les politiques mentent, ne disent pas la vérité et sont préoccupés plus par un horizon personnel que par l'intérêt général. Le score d'Audrey Pulvar au régional, notamment sur la zone Paris, est-ce que c'est pas l'échec de la maire de Paris aussi ?
Oui, c'est un peu son échec, bien sûr. C'est aussi le signe d'une gauche divisée. Je pense qu'il y a une gauche très républicaine qui est sur les valeurs, et puis il y a une gauche qui se dessine de plus en plus à gauche de la gauche et qui n'est pas uniquement LFI, qui est une gauche qui a fait sienne les thèses racialistes, une sorte de, pour reprendre le mot de Becbédé, de cancel culture, etc. Et que ces deux gauches-là sont assez irréconciliables. Et les écologistes sont dans la gauche alors, à tendance woke et cancel culture à Paris. En tout cas, une partie, en tout cas à Paris, une grande partie, oui. Ce thème de l'écologie, qui est un thème extrêmement important, je pense que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la grande cause du XXIe siècle. Elle ne doit pas être la propriété d'un parti. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, les partis ne veulent pas comprendre que ce sujet n'est pas qu'un sujet environnemental, entre guillemets. C'est un sujet ontologique, c'est l'avenir de l'homme qui se joue, c'est un sujet économique également. Donc, il faut que ce sujet-là donne lieu à des plateformes programmatiques pour tous les partis. Et tous les candidats, toutes les candidates à la présidence de la République devront se saisir et faire des propositions concrètes sur ce thème. Parce que ce thème, il en englobe d'autres, y compris celui de la croissance. Il ne s'agit pas de prôner, comme certains ultras, la décroissance, mais de voir comment on peut avoir aussi une croissance respectueuse des droits humains, qui produise de la richesse aussi à distribuer, etc. Dans une ville comme Paris, dans un arrondissement comme le vôtre, ça passera essentiellement par la réduction des transports automobiles polluants. Alors, des transports, faisons attention, parce qu'on est toujours en train de dire des transports automobiles, des transports polluants. Oui, il faut réduire la place du véhicule polluant. Mais il ne faut pas confondre véhicule polluant et automobile. Parce que je ne suis pas certaine qu'en coupant Paris du reste du monde, Paris va continuer à se développer. On voit les artisans qui fuient Paris parce qu'ils ne peuvent plus y rentrer. On voit, plus préoccupant, les familles qui partent. Maintenant, dans le centre de Paris, nous sommes en permanence sollicités par des familles qui demandent, qui veulent obtenir légitimement un logement social, qui n'y arrivent pas, qui veulent se loger, qui n'y arrivent pas, qui souffrent de la pollution parce que, évidemment, empêcher la circulation totalement dans certains endroits produit des reports de circulation qui rendent la vie impossible. Donc, il faut que Paris travaille avec la petite et la moyenne couronne. C'est absolument indispensable. Tous ces sujets-là ne peuvent se régler qu'ensemble, quelle que soit la couleur politique d'une grande métropole, d'une grande capitale comme Paris et des départements limitrophes. Il faut travailler ensemble. Je reviens à la présidentielle et du côté droit. Pour vous, qui est le candidat ou la candidate qui se dégage pour l'instant? On a vu les résultats des régionales. Je note que vous avez dit du côté droit. Vous n'avez pas dit du côté LR. Je sais que vous visez plus large. Puisque nous voyons bien que, d'abord, on a eu une prime aux sortants, ce qui veut dire aussi que peut-être les présidents régions ont fait correctement leur travail, en tout cas ont été très présents. Ce qui prouve aussi que peut-être que sur le terrain local, on est moins finalement politisé dans la gestion que lorsque l'on vise plus le Parlement. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. La droite est confortée, la gauche est confortée. Ça, c'est une analyse qui est un peu, accordez-moi,
Un peu peut-être rapide, c'est les sortants qui ont été confortés, voilà, qui sautent gauche ou un droite. petit peu rapide. Mais la droite Bon, va devoir choisir un candidat quand même. vous savez qu'à droite, il y a 2 écoles, les partisans de la primaire et ceux qui ne sont pas partisans de la primaire. Alors déjà, on peut s'interroger s'il y a primaire, et si la primaire n'est pas ouverte, il y a quand même 2 des 3 prétendants qui Ils sont pas ne dans le sont parti. plus dans le Valérie parti. Pécresse et Donc Xavier déjà, Bertrand. s'il y a une primaire, il faudrait qu'elle soit ouverte. Moi, je suis très réservée sur les primaires parce que peut-être ai-je une lecture trop rigoriste de la Constitution de 58 et de son esprit, mais Un j'ai homme, toujours... un peuple ou une femme, un Ben peuple. oui, mais c'est vrai. Mais C'est c'est ça. vrai. Et donc, c'est les C'est quand sondages même qui vont ça. faire la différence, que chacun fasse son lit dans l'opinion. Mais je et- crois que c'est aussi le parcours personnel d'un candidat ou d'une candidate. Je pense que ça, c'est l'esprit tout à fait de 58. Alors évidemment... Un nom, donnez-moi un nom, ou plusieurs. Mais je pense que il y a des candidats qui sont talentueux. Il faut attendre aussi que l'horizon s'éclaircisse un peu, en voyant si vraiment d'abord ils veulent y aller. Hein. Alors il y en a un, on est sûr qu'il veut y aller. C'est Xavier Bertrand. C'est Xavier Valérie Bertrand. Pécresse, Laurent Valérie. Wauquiez hésite. François Baroin, on ne sait plus trop, mais donc, visiblement c'est non. Apparemment c'est non, si j'en crois les bonnes gazettes. Et puis il y a un dernier candidat de droite, c'est Emmanuel Macron. Et puis il y a un autre candidat qui sera de toute façon Emmanuel Macron. Ouais. Voilà. Votre cœur n'a pas encore fait son choix. Ben, Ni votre tête. Non, mais c'est pas qu'une affaire de cœur. C'est une affaire aussi de fond. Derrière, c'est quand même l'avenir du pays qui se joue. Et Faut lire leurs idées, faut lire leurs idées. Et puis, c'est à faut quand l'automne même- que tout ça va Et puis mûrir. attendez, on n'y est quand même pas. Le gros sujet quand même, il faut pas se tromper de C'est calendrier. encore l'épidémie et la relance C'est économique. encore Alors, l'épidémie. L'assurance maladie envisage de transmettre aux médecins de ville la liste de leurs patients non vaccinés pour qu'ils puissent les convaincre un par un. C'est une bonne solution aux médecins de ville de prendre le relais? Moi, je ne suis pas sûre que les médecins de ville auront envie de faire ça. Je n'en suis pas certaine, et surtout qu'ils auront le temps. Vous savez, j'ai installé dans ma mairie du 5e arrondissement, j'étais la première à installer un centre de dépistage Covid. Donc, je vois régulièrement les soignants. Ils travaillent plus de 10 heures par jour. Ils ne vont pas aller faire du porte-à-porte. Ils sont, comme l'on dit trivialement, au four et au moulin. Je ne les vois pas passer des coups de fil, d'autant que la plupart maintenant n'ont plus de secrétariat. Ça, on l'a oublié. Je pense qu'il faut s'appuyer sur les élus locaux, comme on l'a fait au début de la crise, et il ne faut pas s'appuyer trop tard sur les élus locaux, pour que peut-être nous incitions aussi nos administrés. Vous parce les que connaissez, les c'est- habitants du c'est- 5e qui ne sont pas c'est- vaccinés? Non, on ne les connaît pas, parce que 60 000 habitants, je ne prétendrai pas les connaître. Dans le 5e, on a fait déjà 40 000 injections. Bon, on a fait 40 000 injections. Certes, parce que nous avons été aidés par l'ARS, mais aussi parce que je me suis battue aux côtés des soignants pour que nous ayons 2 centres de vaccination. Et quand on vient se faire vacciner dans la mairie ou dans un gymnase qui est à proximité de son lieu de résidence, que les voisins vous en parlent, ça aide à vous faire vacciner. Mais avant ça, je vais vous dire, ce qu'il faudrait, c'est que tous les soignants, et d'une manière générale, tous les personnes qui travaillent dans des hôpitaux ou dans des EHPAD, ils soient vaccinés. Je vous rappelle que 55% du personnel des EHPAD aujourd'hui Donc est là, vacciné. obligation. donc. Eh ben oui, là, il faut que ce soit obligation. Florence Berthoud, merci, bonne journée. Merci de m'avoir invité.